Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. C'était le début du procès de Donald Trump à New York dans l'affaire Stormy Daniels. Et dans les circonstances, sélectionner 12 jurés impartiaux s'avère être une tâche très, très, très colossale. Salut Stéphane. Salut Alexandre. Début d'un procès qui risque d'occuper la planète entière pour les 6, 7, 8, 10 prochaines semaines. Parce que je pense que juste sélectionner, comme tu viens de le dire, les 12 jurés ne sera pas une mince affaire. Ça pourrait prendre plus de temps que ce qui était prévu. Je pense que le juge Merchan veut que les choses avancent. Mais néanmoins, on l'a vu hier, un premier groupe de jurés s'est présenté ou de présumés jurés se présenter, 90, 96. On demande combien d'entre vous seraient impartiaux pour l'exercice. Il y en a plus de 50 qui lèvent la main, incapables qui seraient partiaux, devrais-je plutôt dire. 50 lèvent la main en disant non, c'est impossible pour nous d'être impartiaux, on a une opinion déjà faite d'avance. C'est donc dire que ça va pas être simple. Ça risque d'être intéressant parce que déjà hier, ce l'était. Mais ce qui est aussi évident, c'est qu'il n'y a pas d'exception à la fascination pour le phénomène Trump. À Paris, je dirais que l'actualité quotidienne n'est pas rythmée nécessairement par ce qui se passe aux États-Unis, sauf en période d'extrême tension, quand il y a des guerres. En fin de semaine, évidemment, avec ce qui se passait entre Israël et l'Iran, on se préoccupait un peu de la réaction de la Maison-Blanche. Mais en dehors de ces circonstances, il y a une actualité locale abondante. L'exception, en tout temps, c'est Donald Trump. J'ai passé une bonne partie de ma journée hier sur un plateau ou des plateaux français à BFM, là où je travaille beaucoup pour commenter l'actualité américaine. Et à répétition, je constate depuis quelques mois, quand Trump est au cœur de l'actualité, il fascine, il y a un appétit, c'est le meilleur, je dirais, showman en ville, et c'est aussi le plus gros show de télé-réalité qu'on a jamais vu, même si, dans les faits, il n'y aura pas de caméra au tribunal. Autour, il y a un spectacle à l'entrée et à la sortie, le cortège du président, puis ensuite l'analyse pour ceux qui étaient à l'intérieur de ce qui s'est passé, y compris des postures du président ou de l'ex-président. Hier, on a beaucoup spéculé sur son état puisqu'il s'est un peu affaissé. On soupçonne même qu'il aurait roupillé à quelques moments du procès ou des procédures. Il faut voir que c'est long, c'est fastidieux. Puis je me faisais l'observation hier soir en allant au lit. Je sais pas si toi, ça te fascine, mais je pense jamais à Trump avant d'aller au lit, Stéphane, en ce qui me concerne. Je te l'avais mis sur la palette. Est-ce que je dois m'inquiéter? Il se trouve que ma dernière intervention hier avec nos amis du TVA, elle s'est faite très, très tard dans la nuit et j'avais hâte de retrouver mon lit. Et donc, une de mes dernières pensées, et je t'assure que j'ai mieux à faire que de m'endormir en rêvant à M. Trump. Je te le souhaite, en tout cas. Mais en tout cas, sinon, on réveille. On réveille parce que j'étais un petit peu dans le cirage après une très longue journée. Je me disais, il y a 77, 78 ans, Donald Trump. Il a en face de lui l'appareil judiciaire américain, fédéral et aussi au niveau des États en Géorgie et à New York. Les meilleurs procureurs, les plus redoutables, les plus affamés, qui ont du mordant. Des patrons et ex-patrons des grandes agences de renseignement qui le détestent souverainement, qui le font savoir, qui pèsent de tout leur poids dans la balance. Un adversaire politique, M. Biden est une machine, les démocrates, juste ça en temps normal, c'est beaucoup. Faire campagne pour les présidentielles après avoir fait campagne pour l'investiture, être financièrement fragilisé. On rappelle quand même qu'il a été condamné à payer 454 millions de dollars d'amende. C'est pas encore joué parce qu'il va en appel. Et on pourrait dire, pour un milliardaire, 454 millions, est-ce que c'est tant que ça? Probablement pas tant que ça. Il va se rendre jusqu'à la fin de ses jours et en laisser un peu à ses enfants. Mais on a quand même constaté qu'en termes de liquidité, c'était un problème qui était dans les câbles. Alors, l'idée, c'est pas de verser une larme ou deux sur lui ce matin. Je me disais, avant d'aller au lit hier soir ou alors en me réveillant, avec un peu moins d'énergie, comment lui fait jour après jour? Parce que de mémoire de vieillard que je suis, bientôt 60 ans, je n'ai pas souvenir d'un personnage politique
qui a autant attiré l'attention. Je pense que de toute façon, c'est pas juste ma mémoire à moi, personnage politique qui a retenu autant l'attention. Et il y a probablement d'ailleurs là une source de réponse, c'est-à-dire que c'est un narcissique profond qui doit se nourrir de cette attention. Mais au-delà de toute chose, je ne connais pas un personnage politique qui a eu à faire face à autant d'adversité et autant d'adversaires talentueux, redoutables et, disons-le aussi, vicieux, parce qu'on veut en terminer avec le Donald, et je comprends que pour certains, c'est presque pathologique. Et comment résister? Alors, il est entouré, il a sans doute sa bande de conseillers, sa famille, mais comment résister à tout ça? Et si je posais toutes ces questions, c'est parce qu'on a beaucoup spéculé hier sur l'état du président. Est-ce qu'il était un peu dépressif, fatigué, gros coup de mou? On le serait à moins, Stéphane. Mais tu sais, ça, il faut quand même lui donner ça. Il est très combatif et il a toujours la capacité de faire du judo. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Là, il se présente là, comme persécuté. C'est une chasse aux sorcières. Il a répété ça hier au tribunal, lorsqu'il s'est adressé à la presse. Il l'a répété d'abord parce que c'est du point de vue de ce qu'il fait en ce moment, une campagne électorale. C'est payant pour ses électeurs, pour ceux qui sont dans le doute. C'est de faire la démonstration qu'à répétition, la justice, effectivement, s'attaque à lui pour d'autres raisons que les bonnes raisons qui font que la justice s'intéresse à quelqu'un, c'est-à-dire ce qu'on lui reproche. Il dit « Je suis en ce moment victime d'une vendetta politique. La justice américaine a été instrumentalisée par les démocrates. » Alors, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, c'est loin d'être aussi simple que ça, mais dans une dynamique de campagne électorale, et depuis 2 ans, ça l'a beaucoup aidé. Le problème de M. Trump, c'est qu'il y a un appui extrêmement costaud, mais son plafond est très, très bas. C'est-à-dire qu'il peut aller à la marge chercher un peu d'appui, mais il y a aussi viscéralement face à lui des gens qui ne veulent sous aucune circonstance voter pour lui ou l'avoir de retour à la présidence. Alors, il joue sur une mince marge. Ça s'est stabilisé et ça a cru à partir du moment où les affaires judiciaires sont tombées sur lui, au moment où il a été perquisitionné à Mar-a-Lago. Ça avait, encore une fois, pour certains, c'était une fête qui se disait « enfin ». Il aura à rendre des comptes, mais pour plusieurs, c'est cette impression qu'il est effectivement accablé, victime de la justice, et ça apporte de l'eau à son moulin. Puis, j'en parlais hier à mes téléspectateurs français, on en a beaucoup parlé, mais les apparences, puis on n'a pas de jugement à apporter, mais par exemple, dans le cas de Laetitia James, qui est la procureure pour l'État de New York, qui a eu à répétition depuis des années un discours je dirais, vengeur presque à l'endroit de Donald Trump, qui a promis qu'elle allait s'occuper de lui. C'est correct, ça participe de la logique, ça ne serait pas la première ni la dernière. Monsieur Giuliani a eu un rôle semblable et a livré la guerre à la mafia, par exemple, puis il le faisait de façon très agressive. Ce que, d'ailleurs, on pourrait poser la question, est-ce qu'on associe aujourd'hui M. Trump à la mafia? En Géorgie, c'est ce qu'on fait parce qu'il est jugé en fonction d'un cadre de loi qui avait été mis en place pour lutter contre les grandes familles de la mafia, les RICO, les lois sur le racketeering. Donc, c'est pas exceptionnel, mais Laetitia James, donc, qui a aspiration ou qui avait aspiration à devenir peut-être gouverneur de l'État de New York, qui a une ambition politique, encore une fois, c'est légitime, mais qui avait un discours où elle avait dans le collimateur M. Trump, et se gênait pas pour le faire savoir, qui a engagé des manœuvres qui, à ce jour, ont été fructueuses, parce qu'il a été reconnu coupable, doit payer 454 millions d'amende, mais où il y avait aucun plaignant, pas de victime, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'État a estimé que des lois avaient été violées, un cadre juridique qui avait été violé. Vrai, tout ça est absolument avéré. La preuve, c'est que le tribunal lui a donné raison. Mais s'il fallait que ça soit poussé jusqu'au bout, cette logique, combien d'autres promoteurs immobiliers à New York pourraient être aussi montrés du doigt et peut-être reconnus coupables d'avoir eu des pratiques qui n'étaient pas optimales, d'avoir gonfler leurs chiffres ou dit des choses pour se rendre plus favorable aux yeux de leur banque, parce que c'est un peu ça qu'on reprochait à M. Trump, d'avoir obtenu des conditions de prêt qui lui étaient plus favorables parce qu'il avait maquillé ses chiffres ou dit que son entreprise valait davantage que ce qui était fondé.
Donc, comment expliquer que des rivaux dans le monde des affaires de M. Trump n'aient jamais retenu l'attention de Laetitia James comme M. Trump l'a fait? Est-ce que c'est un deux poids, deux mesures? J'en sais strictement rien. Mais ça plante le décor et cette impression, pour ceux qui appuient M. Trump, pour ceux qui sont sensibles, et y compris dans le cas qui nous intéresse, le tribunal qui va se prononcer au cours des prochaines semaines, dans les prochaines semaines, sur la culpabilité de M. Trump dans l'affaire Stormy Daniels, il y a plein de gens qui disent oui, c'est vrai, mais les accusations, les chefs d'accusation sont peut-être pas abracadabrantesques, comme l'a déjà dit Jacques Chirac d'autres choses, mais c'est une démonstration qui va être difficile à faire parce qu'on lui reproche évidemment pas d'avoir acheté le silence de Stormy Daniels, c'est totalement légal. À la rigueur, on lui reproche même pas d'avoir bidouillé dans ses livres, c'est-à-dire d'avoir maquillé en dépenses d'entreprise le fait de payer Stormy Daniels. Ce qui est reproché aujourd'hui, c'est que tous ces paiements qui ont été faits à son avocat pour Stormy Daniels, cachait un plus grand crime, c'est-à-dire qu'il avait l'intention de commettre un crime plus important, celui duquel on l'accuse aujourd'hui, d'avoir fait des contributions électorales illégales, parce que c'est un peu ça qu'il a fait en achetant le silence, donc avoir violé la loi électorale, et d'avoir eu des intentions qui d'ailleurs ne sont pas précisées par le procureur Alvin Bragg. Il y a d'autres crimes qui ont été commis, et c'est pour ces crimes qu'il risque d'aller en prison. Parce que sur la foi des falsifications, sur ce qu'il a fait dans ses livres, quand il a bidouillé, quand il a dit « je paye mon avocat Michael Cohen pour des services, conseils qu'il m'a rendus », alors qu'on sait aujourd'hui que c'était pour qu'il la paie, Stormy Daniels, c'est à la rigueur un délit mineur, tu payes des amendes, tu te fais taper ses doigts, comme quand tu dis, comme entreprise, on est parti à 12 sur un bateau d'un Caraïbe, puis c'est une dépense d'entreprise parce qu'on avait une réunion. Puis là, que finalement, tu es contrôlé, puis on dit, ben avec qui tu as fait cette réunion? Ah, avec ta famille, puis tes blondes, puis ci, puis ça, puis toi, ça déduit ça. Bon, tu n'iras pas en prison pour ça, mais tu vas payer une amende. Alors, dans le cas présent avec M. Trump, c'est exactement pas de ça qu'il s'agit, mais au premier degré, ce qui aurait été facile à démontrer, parce que la preuve a été faite à peu près sans l'ombre d'un doute, qu'il a payé Stormy Daniels. En fait, ça a été démontré. Mais quel réel crime peut-on lui reprocher? C'est ce que va essayer de faire le procureur Alvin Bragg. Puis donc, je revenais à ce qu'on disait en termes d'impression. Même des démocrates qui le détestent disent c'est un petit peu corrompre l'esprit de la loi. Tous ne disent pas ça. Il y a des gens qui se réjouissent. J'étais en compagnie d'une procureure française qui a enseigné le droit aussi aux États-Unis, qui disait « Enfin, oui, c'est un petit peu compliqué comme procédure, mais ça pourrait tenir la route. » Alors, je ne pense pas que M. Bragg s'est présenté au tribunal en pensant que ça ne tiendrait pas la route. Je ne pense pas que de toutes les affaires judiciaires auxquelles fait face M. Trump, c'est la plus convaincante. Ça place le paysage. Et quand on disait au départ de notre conversation, peut-on survivre à tout ça? Vraisemblablement, tu me vois balbutier parce que c'est tant de pression. Ce procès, certainement, c'est possible parce que je pense qu'il est gagnable pour M. Trump. Et au cœur de ça, tout le temps, est-ce que la justice est au service d'une cause qui n'est pas la justice? Et le plan de match de M. Trump, évidemment, c'est de dire la justice n'est plus ce qu'elle était. Elle est dévoyée. C'est pas à nous de tirer des conclusions. Je plantais le décor parce que ce décor est important. Et je rappelle une fois encore, je reviens, ce qui a précédé ce procès, il y a quelques semaines, là où il était reconnu coupable d'avoir gonflé son chiffre d'affaires, je crois qu'aujourd'hui, malgré ce que ça lui coûte, pour beaucoup d'électeurs américains, c'est la démonstration que le système est vicié. Pas de victime, pas d'allégation, mais un procureur qui décide au nom du principe, tout à fait valable, qu'il faut le remettre à sa place, que ça soit suffisant. Donc, les prochains jours, prochaines semaines vont être extraordinairement instructifs et certainement aussi fertiles à rebondissement parce que connaissant le personnage, il était un peu affaissé hier, il saura trouver le moyen de transformer ça en un maudit bon show de TV.
Ça, faut lui donner. Il est très divertissant. À l'international, Stéphane, alors qu'on est toujours en attente de voir est-ce que Israël va répliquer aux gestes posés par l'Iran. Tu nous proposes un épisode spécial de Contact où tu reçois un des plus grands spécialistes français de l'Iran. Oui, Yann Richard, qui était en 1979 présent à Téhéran, a travaillé plusieurs années sur place. Aujourd'hui, universitaire retraité, mais qui a consacré une bonne partie de sa vie à réfléchir sur ce qu'était ce pays avant 1979 et depuis. Parce que l'information qu'on a est souvent très biaisée. D'abord, il y a très peu de gens sur place. C'est un pays relativement fermé. À chaque fois qu'il y a un élan, un espoir de démocratisation, on se dit c'est la fin du régime des barbus, des mollahs. Or, ils sont beaucoup plus en selle qu'on ne le dit. Ça fait 10 ans déjà, on disait les femmes qui se révoltent dans la rue parce qu'elles n'en peuvent plus de porter le voile. On souhaite évidemment qu'elles puissent s'en libérer un jour, mais à chaque fois, c'était comme si ça annonçait une espèce de révolution qui mettrait à coup de pied dans le derrière le régime justement de ces barbus. Or, c'est pas arrivé. Et j'étais curieux de voir et de savoir avec quelqu'un qui connaît bien le pays de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, et de nous faire aussi comprendre l'histoire, parce que le différend entre Israël et l'Iran, qui s'est arbitré en fin de semaine dernière avec cette attaque aux drones et aux missiles, n'est qu'un tout petit élément d'une longue histoire qui les lie pour le pire, mais aussi pour le meilleur, parce que Israéliens et Iraniens n'ont pas toujours été non plus en chicane absolue. Donc, pour se mettre un peu de matériel sous la dent, comprendre ce pays. Yann Richard a contact depuis ce matin, il y a quelques minutes, on a mis l'épisode en ligne. C'était évidemment avant l'attaque, donc il faut comprendre que si on n'en parle pas, c'est pas parce que ça ne nous tentait pas, mais parce qu'elle n'avait pas encore eu lieu. Très bien. Alors Stéphane, on va se laisser d'ailleurs avec un extrait. Merci à toi. Ciao. Et c'est vrai ou faux que l'Iran aussi alimente cette matrice terroriste, selon vous? C'est-à-dire que l'Iran a utilisé le terrorisme dans les premières années de la République islamique sous forme d'attentats très violents, de prise d'otages au Liban ou ailleurs, et ils ont utilisé, ils cherchent même à intervenir encore ces dernières années en Europe pour neutraliser leurs ennemis. Ils ont envoyé des agents pour supprimer physiquement. Il y a eu Chapour Bartial, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et c'était, disons, les méthodes violentes pour s'affirmer comme étant des gens qui ne reculent devant rien. L'Iran aujourd'hui est craint par les Israéliens parce que peut-être que l'Iran a un peu la même froideur et le même cynisme que les Israéliens. Quand ils ont décidé de faire une opération, peut-être qu'ils sont capables d'aller très loin.